Bonsoir à tous, bienvenue pour le dernier événement de notre mois de la francophonie, soirée consacrée à la musique de Martinique et de Guadeloupe. Je suis Natalia Karczmarczuk, coordinatrice des événements culturels à l'Alliance française de Minneapolis-Saint-Paul. Je suis ici avec ma collègue Séverine Bates, qui est enseignante à l'Alliance française, à Macalester College et à Gustavus College, qui a fait partie de notre comité de programmation du mois de la francophonie, et sans laquelle notre programme de notre mois de la francophonie n'aurait pas été si riche. Donc un grand merci à Séverine. Merci à tous d'être si nombreux ce soir avec nous. Notre format est celui d'un webinaire. Donc normalement, nous ne voyons que les panélistes, les personnes qui vont vous faire la présentation de ce soir. Mais imaginons que nous sommes à un concert ou en tous les cas un événement en personne avec nos invités et notre public avec nous tous dans notre beau bâtiment de l'Alliance française à Minneapolis. Ça nous manque beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait vous voir ou en tout cas voir vos présences à l'écran. Si vous avez des questions pour nos intervenants, vous aurez l'occasion de les poser à l'issue de la rencontre. Je vous invite déjà à les poster dans le chat si vous en avez. Nous ne manquerons pas de les poser à nos intervenants à l'issue de la rencontre. Nous avons donc l'honneur ce soir d'accueillir 3 invités de marque. Jérôme Kamal, docteur en musicologie et professeur de musique à l'Université de Madison dans le Wisconsin. Olivier Glissant, né en Martinique, compositeur, chef d'orchestre, producteur, fondateur de Black Salt Records et créateur du Brooklyn Orchestra. Et Victor O, artiste martiniquais issu de la diaspora antillaise de Paris, qui exprime dans ses chansons toute la richesse culturelle découlant du vécu des rencontres et de la beauté des échanges à travers le monde. C'est un très grand honneur, messieurs, de vous avoir avec nous ce soir. Encore merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. C'est de nous recevoir. Pour clôturer ce mois consacré aux Antilles françaises, qui a commencé le 5 mars, donc tous les événements ont eu lieu en ligne, il nous semblait indispensable que la musique vienne trouver sa place. Ne finit-on pas souvent une semaine par un bon concert ou une soirée dansante ? Encore une fois, cela nous manque beaucoup ici à l'Alliance, dans cette situation de pandémie mondiale. C'est pourquoi nous avions envie de finir en beauté et de vous faire découvrir 2 artistes qui pourront, si ce n'est vous proposer un concert, mais en tous les cas vous donner envie d'en découvrir davantage sur 2 styles de musique différents, mais qui puisent leurs origines et inspirations dans les Antilles françaises. Avant de laisser la parole à nos invités, je voulais encore signaler à toutes les personnes ayant fait une donation pour notre événement de ce soir qu'elles ont été automatiquement placées sur une liste pour participer à un tirage au sort pour gagner une bouteille de rhum de la part de notre partenaire Rhum Clément. Merci à tous pour vos généreuses donations qui soutiennent les programmes culturels de l'Alliance française. Ça me tient particulièrement à cœur, un énorme merci à vous. Je vais donc procéder devant vous au tirage au sort et demander à une voix innocente de me donner un chiffre entre 1 et 11. Jérôme, peut-être. Qu'en pensez-vous? Un chiffre entre 1 et 11. D'accord. 9. 9. Notre gagnant de ce soir est Linda Chatterton. Linda, nous vous recontacterons pour vous donner la marche à suivre pour venir retirer votre bouteille de rhum. Bravo à vous. Avec la recette du petit punch quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut expliquer à Linda comment faire le punch aussi. Alors, nous avons fait un atelier culinaire il y a quelques temps. Vous faites bien de le signaler. Et on a la recette du petit punch disponible en ligne. Donc, tout à fait, vous avez raison. Je vais donc arrêter de parler parce qu'on a vraiment des personnes importantes ce soir. Je vais donc laisser la parole à Jérôme Kamal. Je vais juste le présenter avant et puis je vais disparaître pour laisser la parole à nos intervenants. Donc Jérôme est ethnomusicologue et professeur de musique à l'Université de Madison dans le Wisconsin. Ses recherches portent sur la musique, la danse et la postcolonialité à travers le monde atlantique français. Son premier manuscrit, Creolized Orality, Guadeloupean Gwoka and Postcolonial Politics,
détaille comment la pratique et les sons du gwoka, donc qui est la tradition laïque du tambour de Guadeloupe, éclairent les revendications de souveraineté et de citoyenneté qui accompagnent la position des Guadeloupéens en tant que citoyens français. Son nouveau projet explore la postcolonialité à travers une étude de la danse gwoka en France métropolitaine et en Guadeloupe. Dans ces deux projets, Jérôme Kamal s'inspire largement des écrits d'Édouard Glissant, qui peut-être mieux que tout autre théoricien, offre un riche cadre conceptuel pour penser l'expérience postcoloniale française. À vous la parole, Jérôme. Merci beaucoup, Natalia. Bonsoir à tous. Good evening. Bien bonsoir tout le monde pour ceux qui parlent créole. C'est un grand plaisir de participer à cet événement ce soir et d'être rejoint par des grands musiciens vraiment avec lesquels je n'avais jamais eu l'occasion d'échanger. Donc, c'est un privilège pour moi d'être là et de mener le débat. Alors, on va faire ça en 3 parties, en fait, avant d'inviter le public à partager des questions. Je vais faire une petite présentation d'une quinzaine de minutes sur la musique aux Antilles pour un petit peu situer les travaux de Victor Haut et d'Olivier Glissant. Et puis ensuite, nous aurons la chance d'entendre un peu la vie et les expériences musicales des 2 autres intervenants. Avant de donner la parole à vous tous qui êtes là, si nombreux. C'est impressionnant de voir toutes ces petites cases, de savoir qu'il y a autant de monde qui est là à nous écouter ce soir. Donc, je vais partager mon écran en espérant que tout se passe bien et je vais commencer. Voilà. Alors, normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran. Je vois Olivier qui me fait un oui de la tête, donc ça veut dire que c'est bon. Donc, mon but ce soir est à la fois simple et quasiment impossible. Je voudrais vous donner un aperçu des musiques antillaises en une quinzaine de minutes. C'est relativement simple parce que ce sont des musiques, en particulier la musique de la Guadeloupe, que j'étudie depuis plus de 13 ans. Et c'est pratiquement impossible parce qu'il y a aux Antilles, comme dans toute la Caraïbe d'ailleurs, une vie musicale extrêmement riche. Donc, pour me présenter, en plus de ce qui a déjà été dit, je suis ethnomusicologue et anthropologue. Je suis né en France. J'habite aux États-Unis depuis 1996. Je fais de la recherche en Guadeloupe depuis 2007. Et maintenant, je travaille principalement pour la recherche à Paris avec des immigrés guadeloupéens installés en France, dans l'Hexagone. Je suis l'auteur, comme ça a été indiqué, du livre Creolized Orality, qui est donc une oralité créolisée, qui est une exploration des liens entre la musique gwoka et la question de politique postcoloniale en Guadeloupe. Je voudrais commencer cette présentation situer géographiquement un petit peu les Antilles. J'imagine que pour beaucoup, c'est pas nécessaire. Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas une bonne image d'où se situent ces îles dont on parle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les Antilles françaises forment un archipel avec le reste des petites Antilles qui s'étend de la côte sud-américaine jusqu'à Porto Rico. Et après ça, on bascule dans les grandes Antilles, Porto Rico, Hispaniola, donc la République dominicaine, Haïti, puis Cuba, Jamaïque, et les Bahamas qui partent vers la Floride. Il est intéressant de noter pour la Guadeloupe et la Martinique qu'en fait, c'est un archipel. La Guadeloupe, il y a plusieurs îles, mais que la Guadeloupe et la Martinique forment un ensemble culturel avec la Dominique et avec Sainte-Lucie. Ces îles sont intercalées les unes avec les autres. Il y a la Guadeloupe, puis la Dominique, puis Martinique, puis Sainte-Lucie. Il y a 2 îles qui sont des départements français, 2 îles qui sont d'anciennes colonies britanniques, mais ces 4 îles partagent en fait un créole qui est très proche. Donc les gens peuvent se comprendre d'une île à l'autre à travers le créole. Pas exactement le même, mais très très proche, mutuellement intelligible. Et c'est important pour la musique parce qu'il y a énormément de circulation à la fois de personnes et bien sûr de goûts musicaux
entre ces différentes îles. Donc, on est là dans un espace qui n'est pas juste défini par la Guadeloupe et la Martinique, mais aussi par Sainte-Lucie, la Dominique et bien sûr la Caraïbe tout autour. Une petite chronologie parce que c'est quand même important de connaître un petit peu, de situer la musique dans une dimension historique. La Caraïbe a été populée dès le 1er siècle par les Arawaks puis par les Caribes. Ce n'est qu'en 1993 que Christophe Colomb s'arrête aux Antilles. Il ne va pas y passer beaucoup de temps, il s'y arrête, mais les Espagnols vont se concentrer sur les grandes Antilles et ce qui est maintenant la République dominicaine devient un peu le point d'ancrage de la colonisation espagnole dans la Caraïbe. Ça laisse un vide dans les petites Antilles et en 1635, la France va s'emparer de la Martinique et de la Guadeloupe. Très rapidement, donc au XVIIe siècle, la France met en place l'économie des plantations dans la Caraïbe, dans les petites Antilles et un petit peu plus tard à Haïti, ou ce qui est maintenant Haïti, qui s'appelait Saint-Domingue à l'époque. C'est peut-être difficile pour certains à entendre, mais il faut rappeler que les colonies françaises de la Caraïbe ont fait la richesse de la France grâce au travail des personnes mises en esclavage dans les plantations de canne à sucre. Ni la France ni l'Angleterre n'auraient pu devenir des puissances industrielles sans le capital généré dans les colonies sucrières. Saint-Domingue, qui est maintenant Haïti, est au XVIIIe siècle la colonie qui génère le plus de richesses au monde. C'était un endroit qui, à l'époque, était vraiment d'une importance géopolitique absolument essentielle. À la Révolution française, l'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe diverge, ça bifurque. La Guadeloupe reste française et en 1994, on y abolit l'esclavage pour la première fois. J'entends un micro, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ok, je vais continuer alors. Les anciens esclaves en Guadeloupe sont recrutés pour lutter contre les Anglais qui essayent de profiter un peu de l'instabilité pour mettre la main mise sur les Antilles. On leur demande ensuite, donc ils luttent contre les Anglais, les anciens esclaves luttent contre les Anglais, mais on lui demande ensuite de retravailler sur les plantations. Il y a des soulèvements, une rébellion qui se met en place en parallèle à ce qui se passe à l'époque à Saint-Domingue, qui est en pleine guerre d'indépendance. La Martinique, elle, à la même époque, se place sous la protection des troupes britanniques. Donc l'esclavage n'y est pas aboli, et le système des plantations est protégé, ainsi que le système donc esclavagiste. En Guadeloupe, l'esclavage est réétabli en 1802 par Napoléon et il ne sera aboli qu'en 1848 avec le début de la Deuxième République. On saute un siècle en 1946 avec la loi de départementalisation. Et là, ce qui est important, c'est de bien comprendre que en fait, la départementalisation de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion se fait à la demande des grands hommes politiques de ces anciennes colonies. Ce n'est pas la France qui impose la départementalisation. La départementalisation est pensée par des personnes comme Aimé Césaire comme une forme de décolonisation. Donc, ce sont vraiment les figures politiques de ce qu'on appelait à l'époque les vieilles colonies qui vont demander cette intégration dans le système politique français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, il y a très rapidement un désenchantement avec la départementalisation. Et dans les années 60 et 80, on voit l'émergence de mouvements nationalistes et indépendantistes en Guadeloupe comme en Martinique. Pour nous, en ce qui concerne la musique, c'est très intéressant et très important parce que ce sont ces mouvements indépendantistes qui vont revitaliser à la fois la pratique du créole, le légitimer et aussi revitaliser les musiques traditionnelles, en particulier le gros-ca en Guadeloupe et le belé en Martinique. Donc, j'espère que ça est assez d'un cadre. Je me rends compte que j'ai parlé assez longtemps déjà. Je vais vite vous donner un aperçu des traditions, des différentes traditions
musicales qu'on trouve aux Antilles. Alors, il y a des traditions de musique à tambour qui sont des traditions de musique séculaire. Le bélé en Martinique, le gwoka en Guadeloupe. Je vais vous faire écouter un peu des exemples de tout ça dans une minute. Les musiques de carnaval, très présentes, qui elles-mêmes ont vu une revitalisation dans les années 80. Le quadrille, qui est issu des musiques européennes. La biguine, qui apparaît au 19e siècle. Et puis, bien sûr, aux Antilles, il y a de fortes traditions de musique pop, de musique populaire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu du zouk. Enfin, j'espère que vous en avez déjà entendu, en tout cas. Maintenant, le zouk est plus aussi populaire qu'il ne l'était à une époque, mais beaucoup d'artistes antillais se tournent plutôt vers le dancehall qui remettent au goût de leurs îles d'origine. Et puis, il y a un nouveau courant musical que moi j'appellerais la nouvelle chanson créole, parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, de groupes qui s'inspirent un petit peu de ce qui a été fait avec le zouk, qui s'inspirent aussi des musiques traditionnelles et qui revitalisent les musiques pop en Martinique et en Guadeloupe. On trouve aussi aux Antilles, bien sûr, de la musique classique et du jazz. Donc, on a là vraiment une vie musicale extrêmement riche. Pour ceux d'entre vous qui auront la chance d'aller en Martinique ou en Guadeloupe, vous verrez que c'est souvent difficile de choisir quelle musique aller écouter parce qu'il y a tellement de choses qui se passent tous les soirs que c'est impressionnant. Donc, j'ai commencé un petit peu à parler des danses à tambour. La pratique de ces musiques à tambour commence dès le XVIIe siècle, donc pendant la période esclavagiste. Et la pratique du tambour autour des plantations forme ce qu'on appelle des actes de petit marronnage, c'est-à-dire que ce sont des moments de résistance pour les gens mis en esclavage. C'est des moments où ils peuvent échapper à la plantation, si ce n'est pour quelques heures, et puis se retrouver entre eux, danser, communiquer, partager des informations. On ne sait pas trop le son qu'avait cette musique pendant la période esclavagiste. Les témoignages qu'on a laissent à penser que c'est qu'au XIXe siècle, en fait, que ces musiques à tambour prennent la forme ou les formes qu'elles ont maintenant, qu'on leur connaît de façon contemporaine. Ce sont des musiques, comme j'ai dit, séculaires, bien qu'elles aient pu avoir une dimension rituelle ou spirituelle, mais on n'a pas vraiment de traces matérielles de tout ça. C'est des musiques qui sont associées au jour de quinzaine, c'est-à-dire au jour où les travailleurs agricoles se font payer. C'est des musiques qui sont dansées en plein air, les participants forment une ronde et il n'y a pas vraiment de distinction entre les musiciens, les danseurs, les chanteurs et le public. Tout le monde qui connaît la pratique est invité à participer de façon active, à faire de la musique et à danser. Il y a des différences quand même assez importantes entre la Martinique et la Guadeloupe en termes d'instrumentation et en termes de chorégraphie. Vous voyez sur ma slide, mon PowerPoint là, en haut des tambours de Bélé de Martinique avec M. D'Artagnan Laporte en train de fabriquer un tambour et en bas des tambours gwoka de Guadeloupe. Donc, un petit aperçu rapide des sons du gwoka. Par contre, je crois que j'ai oublié de partager le son. Je vais revenir là-dessus. OK. Donc, un petit aperçu d'une soirée léoise. Donc, la soirée léoise est la soirée typique de gwoka en Guadeloupe. Et c'est quelque chose que j'ai filmé en 2010. C'est bon, son?
fait toujours un peu mal au cœur d'arrêter, mais on ouais. a beaucoup de musique. C'est bien hein, quand même. Il y a beaucoup de musique à écouter, donc je vais avancer. Ce que vous remarquez pour le gros cas, c'est que c'est un ensemble de 3 tambours, 2 tambours qui font un rythme de base que vous voyez couché au sol avec le tambouiller, le musicien, le percussionniste assis sur le tambour, et un plus petit tambour qu'on appelle le maquet qui improvise et qui en fait, maquet en français c'est marqueur, c'est aussi l'écrivain. Et c'est donc la personne qui va traduire en fait les pas du danseur en son. Donc, vous voyez bien, au moment où j'ai arrêté la vidéo, on voit le regard du maquet qui regarde le danseur et qui traduit soniquement les pas du danseur. Alors, un exemple de musique de Martinique, de Bélé de Martinique. J'espère que ça va marcher. C'est une vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube. Avant de mettre ça en route, je vais simplement signaler que, contrairement au gros cas en Martinique, il y a un seul tambour qui joue, qui est accompagné par un instrument qu'on appelle le tibois, qui souvent, c'est 2 morceaux de bois qu'on frappe sur le côté du tambour et qui donne le rythme de base. Mais comme dans le gros cas, le tambouiller, donc le joueur de tambour, va accompagner les mouvements des danseurs. Une grosse différence au niveau de la chorégraphie. La danse guadeloupéenne, le gros cas, un seul danseur à la fois qui peut rentrer dans la ronde, alors que le bélé en Martinique se danse en quadrille, comme vous allez pouvoir le voir dans cet exemple. Je vais arrêter parce que malheureusement, j'aimerais parler aussi d'autre chose. Mais je vous invite à retrouver cette vidéo. Elle est disponible sur YouTube assez facilement. Je ne vais pas parler des chants de veillée en Guadeloupe parce qu'on n'a pas trop le temps, malheureusement. Juste vous donner un petit aperçu du quadrille pour signaler que le quadrille est une adaptation créolisée de la contredanse et du quadrille qu'on trouvait en France au XVIIIe siècle. Cette figure, l'instrumentation du quadrille est assez intéressante parce qu'on voit bien le travail de la créolisation, ce qui s'est passé aux Antilles. On trouve un mélange d'instruments européens comme l'accordéon, la guitare, le violon, saxophone, clarinette, avec des instruments qu'on pourrait dire créoles, qui sont ici les instruments de Guadeloupe, le siak, qui est un bambou qu'on frotte, le chacha, qu'on appelle couramment des maracas, mais qu'on appelle chacha, donc une gourde avec des graines dedans, et le tambour d'ibas, qui est une espèce de gros tambourin qu'on trouve en Guadeloupe. Et juste vous donner un petit aperçu du son du quadrille. Musicien, musique maestro. Là, c'est pareil, j'avance un peu trop vite, mais je veux qu'on arrive aux musiques plus contemporaines. La biguine, très importante. La biguine est une musique urbaine qui émerge dans la deuxième moitié du 19e siècle, au moment où les personnes qui ont travaillé sur les plantations
quittent les plantations après l'abolition de l'esclavage et viennent s'installer dans les faubourgs et dans les villes aux Antilles. C'est à ce moment-là qu'on voit l'émergence de la Begin. Elle se caractérise par des petits groupes de musiciens autour d'un chanteur, souvent d'un clarinettiste ou d'un saxophoniste, piano, basse, batterie. Les paroles, c'est des paroles de musique populaire, de chansons d'amour qui décrivent les événements, de commérages, comme on dit, donc les ragots, et des satires politiques. La Begin est pendant très longtemps la forme de musique la plus populaire aux Antilles, jusqu'en gros dans les années 50-60. Et aussi, elle absorbe l'influence d'autres musiques comme le jazz et les musiques cubaines. Et c'est aussi la première musique qui sort des Antilles et qui devient vraiment une musique à envergure internationale. Elle devient populaire à Paris, où des musiciens américains la découvrent et l'importent ensuite aux États-Unis. Et elle viendra à son tour nourrir en fait le jazz américain. Voilà un petit exemple de Begin. Et pour les gens de Martinique, je m'excuse, j'ai choisi, c'est un morceau qui est joué à la fois en Martinique et en Guadeloupe. J'ai choisi la version guadeloupéenne. Donc, pour ceux qui parlent créole, il y a une différence entre le créole martiniquais et le créole de Guadeloupe. Pour dire truc, en Guadeloupe, on dit bitin, et en Martinique, on va dire bagaille. Et je dois dire, j'avais 2 enregistrements de cette musique, de cette chanson, et il y en a une avec une chanteuse qui dit bagaille, sinon un bagaille qui doux, s'il y a un truc qui est doux, c'est la Begin, et j'ai choisi la version guadeloupéenne avec un de mes clarinettistes préférés, Mavunzi. Donc, c'est Signon Bitin qui doux, c'est Begin. Ouais, je ne vais pas trop parler des musiques de carnaval non plus, même si ce serait intéressant d'en parler. Passer directement, on va passer presque un siècle de musique pour arriver au zouk. Et je ne sais pas à quel point j'ai besoin de présenter le zouk, parce que ça a été tellement un phénomène à partir des années 80. Donc, musique qui est née d'une convergence de différentes influences et d'un certain climat politique dans les années 80, à la fois en Guadeloupe, en Martinique et bien sûr au sein de la communauté antillaise à Paris. C'est difficile de différencier ces 3 lieux qui sont vraiment liés les uns aux autres. On retrouve dans le zouk l'influence de musique d'Haïti, en particulier le compas qui était très populaire dans les années 70 et au début des années 80 aux Antilles, l'influence de musique populaire de la Dominique, comme la cadence lypso, l'influence de la Begin, et aussi parce qu'on est à un moment vraiment où aux Antilles, on est un peu à l'apogée des mouvements nationalistes. On a des musiciens qui décident qu'il faut réinventer la musique pop en Martinique et en Guadeloupe et la nourrir en fait des musiques traditionnelles de ces îles. Et donc, dans le zouk, on a aussi l'influence du groka, on a l'influence du cheval-bois associé au bélé de Martinique, un peu l'influence du quadrille. Tout ça va venir nourrir le zouk et lui donner son caractère différent, le différencier en fait du compas haïtien qui était la forme la plus populaire de musique aux Antilles à l'époque. Donc j'ai choisi un exemple de zouk
de Jacob Desvarieux, un des fondateurs du groupe Kassav, parce que c'est un des exemples où on entend le mieux cette convergence d'influences. En particulier, les tambours gwoka sont assez présents dans le mix, et ainsi qu'un synthé qui fait un son d'accordéon qui nous ramène plus dans la tradition du cheval-bois martiniquais. Donc, je vais vous laisser découvrir ça. Bon, c'était des rois du groove hein, quand même. Il faut reconnaître, n'importe qui a écouté les albums de Kassav, c'est difficile d'écouter cette musique et de ne pas avoir immédiatement envie de danser. J'ai beaucoup d'autres choses à te dire. J'aimerais parler un peu de la musique qui se fait à l'heure actuelle, mais en fait, on a des invités qui peuvent faire ça mieux que moi. Donc, je vais m'arrêter là et passer la parole à nos invités, en commençant par Victor O. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, Victor est auteur, compositeur, interprète martiniquais. Si j'ai bien compris, partage son temps entre la Martinique, la Guadeloupe et l'Hexagone. C'est correct? C'est ça? Beaucoup Martinique, Guadeloupe, ouais. Ouais. Alors, c'est un grand plaisir que de rencontrer Victor O. Comme je l'ai dit, quand j'ai reçu l'invitation pour cet événement, j'ai immédiatement eu Vinidou, un de tes tubes en tête. Et je crois d'ailleurs que je le chante depuis. Ça ne s'est pas arrêté. Alors, pour moi, ta musique, Victor O, je t'appelle Victor, Victor O. Victor, c'est bon, ça marche. Victor, c'est bon, ok. Ouais. Pour moi, ta musique participe un peu à ce renouveau en fait du zouk et des musiques pop antillaises qui est arrivé. J'ai l'impression il y a une vague au début des années 2000, en gros, un nouveau souffle un peu créateur qui s'appuyait sur tout ce qui avait été fait avant, des influences un petit peu qui flottaient dans l'air, de musique d'un peu partout dans le monde. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours musical et de comment est-ce que tu es arrivé au son qui définit ta musique maintenant? Alors, je redis bonsoir à tout le monde. Content qu'on parle à Minneapolis, qui a été la ville de mes rêves quand j'étais adolescent, parce que j'étais fan de Prince. Yes. Disney Park et tout ça. Voilà, bref. Comme quoi on peut être loin et tout près en même temps. Moi, mon parcours, c'est celui de beaucoup d'Antillais. J'ai vécu jusqu'à mes 11 ans à la Martinique avec mes parents et ils ont décidé d'émigrer en France continentale, donc à Paris. Et donc, j'ai eu une adolescence parisienne, en fait, où se mêlaient les influences des musiques antillaises de mon enfance et de mon adolescence, c'est-à-dire Kassav, La Perfecta en Martinique, tous ces grands groupes avec de très grands arrangeurs qui ont vraiment écrit les grandes pages de la musique antillaise. Et
Et une particularité, c'est que j'appartiens à une génération qui a connu une musique antillaise pop très variée avant l'arrivée du zouk. C'est-à-dire avant l'arrivée du zouk, il y avait effectivement les musiques de la Dominique, Cadence Lipso, il y avait le compas haïtien, les groupes Magnum Band, Jetix, Tabou Combo. En Martinique, il y avait un très grand groupe qui s'appelait la Perfecta. En Guadeloupe, il y avait Expérience 7, il y avait les Vikings. Tout ça, en fait, c'était des styles antillais, mais avec des caractéristiques très personnalisées. Et puis, il y a eu la grande vague du zouk. Je parle de vague parce qu'en fait, ça a unifié pendant 25 ans le style pop de la musique antillaise, avec l'avènement d'un groupe incroyable qui est Kassav. Pour que les gens comprennent bien ce qu'est Kassav, Kassav, c'est la même révolution que les Beatles dans la pop, mais pour les musiques afro. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un groupe qui a eu un rayonnement caribéen, c'est un groupe qui a eu un rayonnement énorme en Afrique aussi et qui a écrit la pop, qui a donné un renouveau à la musique pop africaine aussi. Dans ce que tu disais, Jérôme, je rajouterais que Kassav a introduit dans sa musique un apport africain contemporain qu'il n'y avait pas avant, notamment au niveau de la basse. Et c'est ce qui a fait qu'il y a une grande adhésion du continent africain, enfin, à mon sens, à la musique de Kassav. Donc, pour continuer à parler de moi, ensuite, j'ai fait une école de musique à Paris. Et puis ensuite, j'ai été derrière les manettes pendant 15 ans où je produisais, je réalisais, j'avais mon label, tout ça. Et puis, en fait, un peu sur le tard, sur mes 40 ans, j'ai décidé de m'occuper de moi. Et j'ai pris le pseudonyme parce que c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Emmanuel Valère. Et mon nom d'artiste, c'est Victor O. Et j'ai pris un nom d'artiste, un pseudonyme, parce que j'étais fan de David Bowie et qu'à un moment dans sa vie, il avait eu un double scénique qui était Ziggy Stardust. Et donc, voilà. Je dis ça pour montrer qu'en fait, il y a une musique pop aux Antilles qui est influencée aussi par d'autres choses et qu'une des caractéristiques de la musique antillaise, c'est de savoir absorber et transformer. Et je crois que c'est une caractéristique des îles francophones, beaucoup. Voilà. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus justement de ces influences, parce que mon travail avec des musiciens guadeloupéens, il y a toujours une tension en fait entre définir une musique qui est guadeloupéenne ou qui est antillaise, prendre les apports d'autres endroits sans diluer ce qui fait l'essence de la musique d'un peuple, de la Guadeloupe ou de la Martinique ou des Antilles. Je veux dire que quand je suis en Guadeloupe, surtout dans le milieu du Roca, les gens ils n'aiment pas trop se penser comme antillais, ils sont guadeloupéens avant tout, mais bon, c'est un milieu très nationaliste. À Paris, c'est très différent le discours. Mais justement, il y a cette circulation. J'ai beaucoup travaillé avec le groupe Soft en Guadeloupe, qui s'influence du zouk, des musiques Goroka, mais aussi de Michael Jackson, de tout le R&B des années 80 qui les a nourris, mais qui essaye de maintenir un peu cet équilibre entre des musiques qui viennent de l'extérieur et les traditions locales. Comment est-ce que toi, tu négocies ça? Comment dire ça? Moi, en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas à négocier parce que tout ça fait partie de moi, en fait. Comme je t'ai dit, j'ai eu une adolescence qui était très éclectique. J'ai aimé beaucoup de choses et beaucoup de choses qui étaient à des extrémités d'un même spectre. Et il y a des nuances entre l'approche de la pop, musique pop, en Martinique et en Guadeloupe. Le rapport au tambour et au broca est plus populaire en Guadeloupe. En fait, je veux dire depuis plus longtemps populaire en Guadeloupe qu'il ne l'est en Martinique. Maintenant, en Martinique, les gens redécouvrent le belay depuis une dizaine d'années, mais c'était quand même une musique qui était mise un peu de côté, même en ayant eu un génie absolu qui était Eugène Mona.
mais qui ne faisait pas forcément que du ballet. C'était un bluesman aussi, mais qui mélangeait, lui, le tambour avec le blues. Et moi, j'ai une approche complètement décomplexée avec ça. C'est-à-dire que j'ai été nourri par beaucoup d'influences. Et puis, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que moi, je me trouve assez proche de la musique de soft. C'est pour ça que je peux faire un parallèle. Ce sont aussi des moments de fin de cycle. On arrive à la fin du premier cycle du zouk. Et donc, il y a une nouvelle ouverture qui s'est faite. Et donc, les gens ont essayé d'autres choses. Et voilà, il y en a qui appellent ça une nouvelle chanson créole, d'autres qui appellent ça un créole pop. Mais bon, c'est… voilà. Tu pourrais peut-être nous donner un aperçu de ta musique? Ouais, je peux faire ça. Je peux faire ça. On m'entend bien? Super. Je fais une petite chanson qui raconte l'histoire de mon arrivée en France avec mes parents en 79. Ne faites pas le compte, c'est interdit. Excusez-moi. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. C'est mieux. « 79 riveyo, dis-moi c'est l'été, moi fini comprendre ni 4 saisons, avions posé nous t'es rivé là. Ici à terre en France c'est la mère patrie, or les 16 degrés, bon Dieu, café fouette, nous toute la debout au garde à vous. Nous rivé dans cité nous, fini les petits moments doudou. Donc nous mettons comme nous la règle, si nous parlons tout n'est fou ni fou. Et si vous pas te menti, bon nous, fait nous quoi c'était pays nous. Mais en toute manière nous force à pas la pluie pour ça mouiller nous. Ah, yeah la la lé, yeah la la, nous ces gens la diaspora. Ah, yeah la la lé. C'est bien où mon allo, pays à attendre chez nous. Et puis tant pour l'école rivée, y'ont des petites grenées en la croix. Moins commencer à comprendre, ça qui t'est minorité. Parce que je pas ni couleur, ni que jeune blanc nous vivons en paix. Les outils bonhommes, ou bien pisnon qui tout grand nom. Qui se marient en bien en nous a gagné nous tous français. Mais yo ça dit quand même, mani en tête hexagonale. Ah, yeah la la lé, yeah la la, nous ces gens la diaspora. Ah, yeah la la lé, c'est bien où mon allo, pays à attendre chez nous. Mon ouais, maman d'électrice le matin, pas shooter l'ennui ou pas de ni vaccin. Pour guérir la nostalgie du pays ou pas s'habiller. Ou t'es tout le monde nous vit, Ishmaniok, n'en femme paré pour bas la vie à Tchok. Pays à de bout entier en nous, qu'avant ballon pour la conquête. Ah, 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 nous ces gens la diaspora. Ah, yeah, la la, c'est bien où mon allo, pays
gens la diaspora. Yeah, la, li. C'est bien au monde alors, pays à Adam, j'aime moi, Merci. Bonsoir, Victor. Merci. Du coup, les enfants sont dans la chambre, ils ont regardé. D'accord, tu restes là, ma chérie. Voilà. Excusez-moi. En tout cas, un grand merci. Hein. Quelle belle intervention. Chanson magnifique. Merci, excusez-moi. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on passe la parole à Olivier, est-ce que tu pourrais juste, pour les gens qui ne parlent pas créole, expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans ta chanson? À la chanson, je raconte mon arrivée en France. Je me souviens qu'il faisait 16 degrés, qu'on avait froid. Pourtant, on était au plein mois de juillet, mais je ne connaissais pas le froid. Ensuite, je raconte l'école et où j'ai découvert que j'étais noir. Parce qu'avant ça, je n'avais pas compris que j'étais noir. Et où j'ai eu un espèce de choc comme ça. Mais en fait, l'amitié entre enfants a rendu tout ça bien souple et possible. Et puis après, troisième couplet, je raconte l'air perdu que pouvait avoir ma mère, parce que là, c'était beaucoup de choses, le changement, tout ça. Et puis finalement, voilà, diaspora, c'est souvent un mot qui est galvaudé de manière négative. Mais moi, j'ai toujours vu comme les avant-postes des nouvelles conquêtes. Voilà. C'est une phrase magnifique. Un avant-poste des nouvelles conquêtes. Je vais peut-être me servir de ça dans mon prochain livre. C'est Bon, j'aurais plein de questions parce qu'en fait, il y a toute une tradition de chansons écrites par des artistes antillais pour parler de leur expérience en arrivant en France, qu'on pourrait évoquer ici. Et ce serait très riche, mais on a malheureusement un temps qui est trop limité. Donc, je vais m'assurer qu'on puisse parler aussi de la carrière d'Olivier Glissant. Donc, juste pour présenter Olivier Glissant rapidement, il est compositeur, chef d'orchestre, producteur martiniquais basé aux États-Unis. Si j'ai bien lu la bio sur ton site, Olivier, donc tu es né en Martinique, tu as étudié le piano à Paris, puis tu es parti à la célèbre Berklee College of Music à Boston. Tu es le fondateur et directeur du Brooklyn Orchestra, un ensemble symphonique qui est dédié à la création de musique nouvelle. Tu as fait de nombreuses collaborations. Alors, je ne vais pas faire toute la liste, mais des noms qui m'ont marqué quand je regardais ça. Nora Jones, le saxophoniste d'avant-garde John Zorn, Pete Seeger, qui est très connu aux États-Unis dans le milieu de la musique folk, juste pour citer quelques noms. Il y a sur ton site une photo que j'ai trouvée absolument remarquable de ton orchestre qui joue au milieu de l'hémicycle de la Chambre aux Nations Unies. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé là? J'ai fait les grandes esquisses de ton parcours musical, mais donne-nous plus de détails. En fait, quand j'ai entendu Victor parler de sa vie, je me suis dit, on peut pratiquement copier-coller parce que Victor, j'ai grandi en Martinique jusqu'à l'âge de 11 ans, comme toi. Et après, j'ai été à Paris pour le lycée. Donc, j'ai fait mon adolescence à Paris. Et donc, comme toi, pareil, j'ai découvert que j'étais noir quand je suis arrivé à Paris, quoi. Donc, j'ai étudié, j'ai eu la chance. La première chose que je voulais dire, c'est que, effectivement, là, pour moi, ce qui me frappe le plus dans les musiques martiniquaises, c'est l'éclectisme des musiciens martiniquais. Et je crois que c'est parce qu'on se trouve à un point central. On est dans un archipel et on se trouve au centre des Amériques et de l'Europe.
Tu vois, on est entouré par l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, on a tellement d'influences et j'ai toujours été frappé de l'éclectisme des musiciens martiniquais, des chanteurs comme Victor, comme il y a un chanteur écrivain qui s'appelle Roland Brival en Martinique qui a des goûts hallucinants, qui fait des choses complètement étranges, tu sais, qui n'ont rien à voir des fois avec ce qu'on pourrait penser de ce qui pourrait sortir de la Martinique. Et, et donc, moi, j'ai eu la chance de grandir comme ça, c'est-à-dire mon père avait une discothèque très éclectique, donc j'ai grandi devant la table, le tourne-disque, et avec la musique classique, les musiques... bon, la salsa et le reggae, c'était un truc énorme quand j'étais petit. Je suis un enfant des années 70, donc à l'époque, c'était la salsa, le reggae. Et puis, comme Victor, c'était La Perfecta. La Perfecta, c'est un groupe extraordinaire qui a été mon premier choc musical. En fait, mon premier héros musical, c'était le pianiste de La Perfecta, qui s'appelait Daniel Maria Alfonsine. Et je me souviens, je connais encore tous les solos de Daniel Maria Alfonsine par cœur, de tous les disques. Et, et voilà, donc je suis arrivé à Paris à 11 ans, en 1980. On ne compte pas, pareil, Victor. Et, et bon, j'ai fait aussi une école de musique à Paris. Justement, je voulais te demander, Victor, quelle école as-tu fait? C'était quelle école où tu as American été? School, American School of Modern Music. Ah, d'accord, d'accord. Donc moi j'étais un an ou deux au CIM. Je ne sais pas si tu te souviens ce que c'était le centre d'information musicale où ils enseignaient le jazz, etc. Donc c'était mes premières expériences de jazz parce que jusque-là j'avais une formation de classique, tu vois. Donc j'ai commencé le piano en Martinique vers l'âge de 7 8 ans, mais avec des profs qui n'étaient pas terribles, tu vois. Donc en arrivant à Paris, ça a été dur de me remettre dans la bonne voie. Et donc, j'ai fait du classique pendant toute mon adolescence. Et comme j'étais un peu forcé, même si j'avais beaucoup écouté de classique quand j'étais petit, j'avais envie de jouer autre chose. J'avais envie de jazz, de jouer des musiques populaires, etc. Mais j'étais dans un milieu très, tu sais, très... comment dire, on voulait absolument me donner les formations traditionnelles, etc., etc. Donc, on insistait beaucoup pour que je fasse du classique. Moi, ça me gonflait un peu, donc je le faisais un peu à reculons, même si ça a été fondamental pour moi. Et, donc, c'est à Paris que j'ai vraiment commencé à toucher un peu au jazz et à toucher un peu, à grandir un peu et à découvrir toutes sortes de musique. Effectivement, c'est à Paris que j'ai eu le choc Prince. Donc, comme on est à Minneapolis, là, on ne peut pas ne pas mentionner Prince parce que là, c'est un des géants du XXe siècle. Et, et puis, j'ai eu la chance que mon père parte aux États-Unis et m'offre en fait une école de musique qui était assez réputée à Boston. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre la production. Donc, j'ai fait un programme de production musicale où j'apprenais le fonctionnement des studios d'enregistrement, etc. Et j'ai toujours été fasciné par le studio d'enregistrement parce que pour moi, la direction d'orchestre et la production, c'est la même chose. Un chef d'orchestre et un ingénieur du son, quand il fait un mixage, c'est à peu près la même chose, mais avec des interfaces différentes, quoi, ou avec des fonctionnements différents. Et donc, à Boston, j'ai un peu découvert tous les styles. J'ai été en contact pour la première fois avec des gens de tous les pays. C'était impressionnant parce qu'à Berkeley, plus de 50% des élèves de Berkeley ne viennent pas des États-Unis, viennent du monde entier. Donc, c'était vraiment une espèce de fête culturelle où on découvrait les cultures de chacun. J'avais des amis du Suriname, du Brésil, d'Afrique, Europe, de tous les pays du monde. Donc j'ai été un peu, j'ai pu mettre en pratique, si tu veux,
cet éclectisme et expérimenter avec toutes sortes de musiciens et de styles différents. Et donc, j'ai fait 4 ans à Boston. Et puis, je suis allé, après ça, je suis allé à New York pour commencer à jouer, à produire, etc. Et comme j'avais eu justement à Paris, j'avais eu cette frustration d'être coincé comme je l'imaginais, comme je le croyais, dans le classique. Et je suis arrivé aux États-Unis et j'ai eu ces opportunités de vraiment commencer à jouer toutes les musiques populaires des Amériques, qui est ma culture, donc c'est ce qui me fascine. Donc c'est à New York en fait que j'ai commencé vraiment à apprendre pratiquement à jouer, à me mettre dans le bain avec toutes les musiques haïtiennes, la musique brésilienne. J'ai fait énormément de musique brésilienne, j'ai produit des artistes brésiliens. Et, et voilà, pendant longtemps à New York, j'ai un peu... C'est ça qui est génial avec New York, tout le monde est là, tout le monde vient là, c'est un point de rencontre extraordinaire. Donc j'ai même appris à parler portugais avec les Brésiliens, j'ai appris la musique turque, j'ai appris toutes sortes de styles et d'influences. Donc voilà, et il y a 5 ans, enfin j'avais toujours eu le rêve de créer un orchestre symphonique qui jouerait des musiques, pas seulement des musiques européennes classiques, même si j'adore évidemment tout ce qui est de Bach à Beethoven, à Wagner, à Strauss, etc. Mais j'avais toujours envie d'amener la musique des Amériques sur la scène symphonique. Donc j'ai créé l'orchestre de Brooklyn avec beaucoup d'amis, et donc on joue, comment dire, j'essaie d'expérimenter, comment dire, de partager la musique de notre culture et dans un mode symphonique, quoi. Donc, par exemple, ce dont tu parlais, Jérôme, aux Nations Unies, je crois que c'est comme moi, malheureusement, j'ai pas d'instrument avec moi, Victor, donc je peux rien jouer, je suis dans une chambre d'hôtel, donc je vais juste donner un lien pour vous faire écouter. Et ce lien, c'est un morceau justement, qui est inspiré par le ballet, par tous les rythmes et toute la tradition du ballet, mais que je traduis en arrangement symphonique. Et mon rêve, c'est que nos musiques puissent être jouées dans des concerts symphoniques par des orchestres qui ne sont pas nécessairement des orchestres qui sont antillais ou sud-américains ou etc. Donc voilà, j'ai eu la chance, je crois, j'ai profité du fait qu'en Martinique, il y a un éclectisme, il y a une ouverture sur le monde qui est assez hallucinante. Et toutes les influences que j'ai eues, tous les musiciens qui m'ont vraiment influencé, comme de Marius Cultier à Ralph Tamar, à Malavoie, La Perfecta, Kassav, etc. Ça a toujours, pour moi, toutes ces musiques sont à la fois très traditionnelles et très ancrées dans la tradition, mais en même temps très ouvertes et très libres, justement, d'inclure ou d'incorporer des éléments de toutes les cultures avoisinantes, quoi. Parce que les Amériques, pour moi, c'est un peu un même mouvement avec des variations différentes, quoi. Si, par exemple, tu regardes, Jérôme, quelque chose qui m'a toujours frappé, si tu regardes la Begin et que tu regardes la musique brésilienne du début du siècle, par exemple le choro, tu connais le choro, Victor, les chorinhos, les compositeurs genre Pixinguinha, Nazareth, João Pernambuco, etc. Ça sonne exactement comme quelqu'un comme Scott Joplin, par exemple, et c'est très, très, très similaire à quelqu'un comme
Alexandre Stelio, le grand clarinettiste antillais. Et donc, pour moi, toutes ces musiques-là s'inscrivent dans la même mouvance, quoi, dans le même effort de... C'est des musiques créoles, ce qu'on appelle, ce que mon père appelait la créolisation, par exemple. C'est comme ça que je vois nos musiques. Ce sont des musiques créoles qui sont en fait le résultat du choc de tellement de cultures, quoi. Ouais, Et... j'aime. Oui, vas-y. Pardon, je t'interromps. Non, justement, Édouard Glissant a cette très, très belle expression de la poétique du chaos. Et pour moi, ce que tu décris là, la richesse des musiques créoles des Amériques illustre parfaitement cette poétique du chaos, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui viennent d'Europe, d'Afrique, qui sont un peu les mêmes, mais qui vont donner des résultats similaires mais différents dans plein Voilà, d'endroits. Et voilà, chaque endroit a sa spécificité et tout en étant connecté aux autres. voilà, exactement. Donc, même en étant très ancré dans la tradition, dans la culture, on est quand même ouvert et facilement influençable et on arrive à absorber. Quand j'écoute, par exemple, j'écoutais le dernier disque de Victor récemment, il y a tellement, j'entends tellement de choses qui me rappellent la musique rock, la musique folk, la musique, tu vois, pas seulement la musique antillaise. Donc, je sais exactement, tu vois, j'imagine toute la culture de Victor, j'imagine ce qu'il y a dans sa discothèque, j'imagine ce avec quoi il a grandi, etc. Voilà, c'est une des choses que je trouve extraordinaire chez les musiciens antillais, c'est l'ouverture, euh, tout en restant vraiment très, très ancré dans la racine. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois, c'est ça que je trouve bien, quoi. Donc voilà. C'est même l'ancrage sans doute qui permet cette ouverture, qui donne une certaine confiance. C'est absolument ça, je suis d'accord avec toi. C'est une assurance dans un socle qui permet d'absorber le reste avec sérénité. Ouais. Olivier, on va peut-être écouter un peu de musique. Ouais, ouais. Tu veux que je commence par quoi? Ben écoute, justement, je voulais faire écouter peut-être le Tico d'Acosta. Ok. Je vais dire ça, je vais présenter ça à tout le monde et à Victor aussi. Dans les années 90, quand j'ai créé mon label Black Salt Records, c'était justement à l'occasion de ce disque que je produisais pour un grand chansonnier guitariste brésilien qui s'appelait Tico da Costa et que j'avais rencontré parce que je joue de l'accordéon moi aussi. Et j'avais joué dans un spectacle sur la culture du Nord-Est brésilien et j'avais rencontré ce type et on avait complètement connecté et on avait commencé à produire des disques ensemble. C'est par lui que j'ai commencé à travailler avec Philippe Glass et tout ça. Et ce morceau, justement, voilà, je me souviens qu'on avait fini d'enregistrer le disque et il repartait au Brésil. Et j'étais un peu déprimé, je ne sais plus ce qui se passait à cette époque-là. Et au moment de partir, le taxi était déjà en bas. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as, Olivier? Alors je lui dis, je suis déprimé. Et il commence à me chanter cette chanson qui s'appelle Courage. Courage. Et on a enregistré la chanson en 20 minutes. Je me suis levé du canapé. Je lui ai dit, oh là là, tu ne pouvais pas me jouer ça avant pour qu'on puisse l'inclure dans le disque. Et donc j'ai mis le micro, on a mis la chanson. Il a commencé à chanter, on a enregistré la guitare, la voix. Et il est allé se préparer pour partir. Et pendant qu'il était dans la salle de bain, j'ai fait tous les percussions, la flûte, la basse, etc. Et il est sorti, on a tout mixé, tout enregistré en 40 minutes. Euh, et donc, sur ce morceau, justement, naturellement, lui, c'était le groove de la bossa nova, de la samba, enfin de toute la saveur brésilienne. Et puis moi, j'ai rajouté les percussions, la basse, etc., sans réfléchir, mais c'est sorti un peu à l'antillaise, un peu... voilà, donc ce morceau représente pour moi une espèce de créolisation
un mélange de Brésil et des Antilles que j'aime beaucoup. Voilà, donc je voulais partager ça, je voulais faire écouter ça à Victor et à tout le monde, quoi. Ok, ben, écoutons ça. Coragem, coragem, se levantar, que tudo começa já, que o nada é tudo e o muito é pouco, que o pouco é muito e o mundo é louco. Enfrenta a coragem, enfrenta a miragem, desbrava caminhos com unhas e dentes, com sangue e raça, jeito e graça, jeito e graça. Coragem, coragem, se levantar, que o sol não morreu, está pra nascer, que a noite sombria vai ter seu fim, que o tudo é nada e o não é sim. Enfrenta a coragem, enfrenta a miragem, desbrava caminhos com unhas e dentes, com sangue e raça, jeito e graça, jeito e graça. Coragem, que a vida é quase um dia, que na dor vem alegria e o relógio vai morrer. Coragem, que este mar é um encanto, que este céu te ama tanto, que é capaz de enlouquecer. Coragem, coragem, coragem. Coragem, que a vida é quase um dia, que na dor vem alegria e o relógio vai morrer. Coragem. J'adore. C'est top. Donc ça, une petite collaboration martinico-brésilienne, quoi. Super, superbe, superbe. L'autre extrait que je voulais jouer, c'était justement ce morceau qui s'appelle Charmeuse de serpent, qui est un morceau que j'ai composé pour l'orchestre de Brooklyn. Et c'est un hommage à mon père et à la Martinique. Et c'est un morceau qui m'a été inspiré par l'enfance de mon père, dont il me racontait toujours son éducation, son enfance, grandissant dans la Martinique d'avant-guerre. Et donc, c'est basé un peu sur les rythmes du... Pardon, tu n'as pas fini. Et on avait joué aux Nations Unies avec l'orchestre de Brooklyn, donc j'avais joué ce morceau. Et j'avais un pote qui était là, qui s'appelle Abdou Mboub, qui est un grand percussionniste sénégalais. Et il jouait dans le spectacle. Et on s'est dit au dernier moment, j'ai dit, Abdou, tu es là, pourquoi tu ne joues pas par-dessus le morceau? Tu t'improvises, on fait quelque chose qu'on improvise. Et donc, c'était complètement improvisé. Voilà, si tu veux jouer les 2 premières minutes du morceau, Jérôme, puis voilà. Puis après, tu peux aller vers le milieu, ça change un peu. Ok. C'est bon le son?
J'avance. Voilà, voilà, à peu près là, voilà. Un peu plus loin peut-être. Voilà, ici à peu près. Voilà. C'est bon. Est-ce que je me permets d'interrompre pour qu'on ait le temps de prendre des questions? J'adore. C'est vraiment dommage. Je dois dire, j'ai écouté le disque de la symphonie hier soir et c'est vraiment quelque chose qui demande à être écouté, à prendre ce développement progressif du morceau avec la répétition des rythmes, encastrés les uns dans les autres. C'est un petit peu dommage d'écouter dans ces conditions-là. J'ai mis le lien de cette vidéo dans le chat pour tout le monde. Donc, si les gens veulent écouter le concert dans son intégralité, il y a possibilité de le faire. Victor, tu as reconnu le gros cas joué par les cordes là? Oui, ouais, j'ai remarqué les décompositions rythmiques. Et moi, j'adore ce mélange entre l'univers classique, enfin, en tout cas l'orchestre classique et les rythmiques de chez nous, quoi. Ouais. Moi, j'adore. Un jour, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, on viendra le faire à Minneapolis.
Je serais ravie de vous Un hommage à accueillir pour Prince. ça, en tout cas. Ah ouais, bon voilà, c'est dit. Ok, on va peut-être ouvrir pour des questions de toute cette audience, de ces participants qui sont si nombreux ce soir. Des questions. Sinon, moi, je peux continuer à parler, hein. J'ai plein de choses à dire et à demander. Mais on a jusqu'à quelle heure, Natalia? On a tout le temps que vous avez. Voilà. Non, on peut avoir encore une vingtaine de minutes. Donc, si vous souhaitez encore continuer à discuter entre vous, ou on peut prendre des questions de la salle s'il y en a. Si quelqu'un a une question à poser, n'hésitez pas à prendre la parole ou à poster une question dans le chat ou dans le question-réponse que vous trouvez en bas. Ils sont intimidés. Ouais. Nous avons que des grands remerciements et des commentaires très positifs dans le chat pour le moment. N'hésitez pas à utiliser le Q&A. Vous avez un bouton questions-réponses en bas s'il y a des choses que vous souhaitez poser comme questions à nos participants sans prendre la parole directement. Mais je vous laisse continuer à discuter entre vous si vous le souhaitez. Alors, en attendant qu'on ait des questions, moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe en vous écoutant tous les deux, c'est l'importance des voyages, des déplacements, des connexions qui se font en dehors des Antilles, soit à Paris, soit à New York, à Boston, apparemment même au Mexique, puisqu'Olivier Glisson s'est joint à nous depuis le Mexique. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce rôle, justement, Victor, tu as utilisé le mot diaspora et c'est quand même quelque chose qui est assez central à l'expérience, ce que ça veut dire que d'être antillais en fait. C'est difficile de penser la Martinique ou la Guadeloupe sans penser à la diaspora, que ce soit se penser au sein de la diaspora africaine ou se penser en diaspora depuis les Antilles vers d'autres endroits. Je me demandais si l'un comme l'autre, vous auriez des réactions à ça. La diaspora, c'est en vérité, nous sommes une diaspora africaine sur le continent américain. C'est une expérience tout à fait singulière parce qu'elle est née d'une époque de contraintes. Et c'est une expérience de diaspora complètement unique qui fait culturellement des Antillais et des Caribéens de manière générale, des personnes qui ont une vision de l'absorption de la mixité tout à fait spécifique et qui fait que, en fait, ça nous donne une posture d'ouverture au monde qui est quasiment innée, en fait. Je crois que c'est la première expérience de résilience et de métissage résilient, je dirais. Et voilà, et ça nous donne une ouverture au monde qui est tout à fait particulière. Et je crois unique, en fait. Dans la Caraïbe, il y a un melting pot très particulier et une ouverture au monde qui est issue de la première expérience, je dirais, presque moderne de diaspora. Voilà, quoi. C'est une culture nouvelle née d'une diaspora. Voilà. C'est comme ça comment je le vois. Donc, ça nous donne une aptitude particulière à l'ouverture. Oui, c'est Avant de passer là. le côté archipélique aussi des Antilles, tu vois, et qui est naturellement ouvert à l'autre, quoi, ouvert au reste du monde. Et puis notre position géographique aussi. Bon, et comme tu dis, c'est la continuation de la diaspora africaine, quoi. Mais la position géographique aussi nous met dans une situation d'échange, quoi, et de contact immédiat, tu vois, de contact. J'ai toujours été fasciné par le fait que, par exemple, les créoles qu'on parle, le créole haïtien, le créole martiniquais, comment on fait pour se comprendre? Alors bon, il faudrait étudier ça, mais
les esclaves haïtiens n'avaient pas de contact avec les esclaves antillais et ils n'avaient pas de contact avec les esclaves brésiliens, si je ne me trompe, non? Et cependant, on voit le processus de créolisation a développé des choses tellement similaires, tu vois, des langages similaires, des imaginaires tellement similaires. Je vois par exemple comment, et c'est pas seulement entre les créoles francophones martiniquais et créoles francophones haïtiens, je vois des similarités avec les Brésiliens, par exemple, dans les expressions des Brésiliens. Même s'ils ne parlent pas créole, nous, aux Antilles, on dit, quand on s'appelle entre nous, on se dit, hé, nèg moi, ça vous fait nèg moi. Euh, et au Brésil, mais quand j'ai entendu mes potes m'appeler, hé, meu nego, c'est la même chose. Nèg moi, meu nego, ça veut dire exactement la même chose. C'est mon nègre, quoi. C'est une expression amicale, familière, tu vois, où je vois des similitudes de langage, tu vois. J'ai un cousin en Martinique qui dit toujours, mais 50 fois par jour, laisse-moi te dire, avant de dire quelque chose, il te dit, laisse-moi te dire. Eh ben, mes potes brésiliens disent tous la même chose. Même en anglais, même à New York, let me say something to you, let me say something to you, avant de dire la chose, tu vois. Et c'est un peu, donc c'est le processus de créolisation et de choc de toutes ces cultures qui crée un espèce de mouvement commun, tu vois. Et voilà, quoi, je trouve ça assez fascinant. Et il y a un contact, il y a un contact, même sans contact physique, je sais pas comment ça se fait, mais on est tous toujours en contact, on est toujours. C'est comme si on était à l'écoute, quoi. C'est comme si les Martiniquais, j'ai toujours remarqué ça, chez les Antillais, sont à l'écoute, sont aux aguets pour voilà, ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est vrai. Je pense que penser la centralité, vous le soulignez tous les deux, la centralité des Antilles dans la géographie moderne, mondiale, est vraiment importante. Ouais. Les Antilles qui sont à la fois ce qui connecte l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord et ce qui connecte le terme Antilles, c'est les îles avant le continent, donc c'est le mouvement aussi d'est en ouest qui connecte l'Europe aux Amériques. Et ces îles, cet archipel, existe vraiment à ce point de confluence et a toujours été, Olivier, tu parlais de l'importance de l'idée d'archipel même, l'océan qui sépare mais qui connecte en même temps. Et donc tout ça, ouais, il y a ces connexions qui existent, souvent de façon un peu souterraine, sans qu'on sache vraiment, qu'on puisse me dire, ah ben, un tel a voyagé de tel endroit à tel endroit, mais n'empêche que il y a des choses comme les expressions que tu as mis en avant, Olivier, le chip, des choses qu'on retrouve un peu partout, et puis des choses très, très concrètes. Les mouvements de rébellion, par exemple, quelqu'un a mis en commentaire plus tôt, je n'avais pas parlé de Delgrès, et c'est vrai qu'il faut parler de Delgrès, mais ce qui se passait à Haïti au moment de la Révolution française et de la demande d'indépendance, il y avait un vent comme ça de rébellion qui traversait tout l'arc antillais, et il y avait des communications, il y avait des échanges, il y avait des soulèvements d'esclaves qui se passaient de partout, de par ces colonies antillaises. Et des échanges, vraiment, les gens se passaient parce qu'il y avait des bateaux qui circulaient dans tout ça. On pourrait parler aussi des similitudes entre le gros cas de Guadeloupe et la bomba à Porto Rico, qui sont Ah oui, mais tout ça fait partie d'une même mouvance. Et mes amis brésiliens, d'ailleurs, me demandent toujours, mais comment ça se fait que tu arrives à jouer les musiques traditionnelles du Brésil, genre le forró, par exemple. Il y a une musique du nord-est du Brésil qui s'appelle le forró, qui est basée sur l'accordéon, le triangle et la grosse caisse. Et j'ai eu un groupe de forró à New York pendant des années. On faisait, c'était la folie, et les amis brésiliens, ils hallucinaient quand ils m'entendaient jouer du forró, mais je leur disais, mais les gars, si vous allez en Martinique et que vous écoutiez les musiques
vous verriez tout de suite que nous sommes cousins, quoi, que c'est... j'ai pas besoin d'apprendre, tu vois, c'est quelque chose qui est là, quoi. Il y a aussi une similitude entre les différents peuples qui ont développé le créole en commun. C'est-à-dire que chez les lusophones, par exemple, au Cap-Vert, l'île Maurice, dans l'océan Indien, il y a un socle commun entre les peuples qui ont eu ce mélange créole. Et on retrouve même des mots, comme par exemple au Cap-Vert, pour parler du chagrin amoureux, nous, en Guadeloupe, on dit limbé, en Martinique, on dit gopwel, et à Trinidad, on dit tabanca. Et ben, chez les Cap-Verdiens, c'est le même mot, c'est tabanca. Il y a des choses comme ça qui traversent les océans, qui se retrouvent. Et par exemple, quand on va à l'île Maurice, on comprend le créole. Quand on va à La Réunion, on comprend le créole. Quand on va à Haïti, alors Haïti, c'est déjà un créole qui est plus une langue, plus qu'un patois, qui est une vraie langue. Donc, il y a des créoles haïtiens d'ailleurs. Et c'est un créole plus avancé, je trouve, en termes de choix de mots. Et voilà, il y a des choses comme ça qui sont, voilà, qu'on retrouve chez les peuples créoles, en fait, des choses en commun. Et bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que nous avons des questions dans le public? Je vois que tout le monde est timide, en fait, ce soir, je crois. Impressionné. Parmi toutes les influences sur la musique, Voilà. laquelle est la plus forte? C'est-à-dire, en fait, dans les musiques antillaises, alors il y a les musiques antillaises francophones, il y a les musiques antillaises anglophones. La plus connue, c'est le reggae, qui est une musique antillaise, hein, parce que c'est les grandes Antilles. Le reggae qui a fortement influencé toute la Caraïbe. Et je pense que notre génération, Olivier et moi, a été marquée par le premier grand auteur de pop caribéenne, qui est Bob Marley. Je pense qu'il a amené cette notion de pop mondiale, comme un style mondial. Ensuite, je pense que le deuxième mouvement le plus fort, c'est des musiques cubaines, afro-cubaines, dont on n'a pas parlé, mais qui sont essentielles dans la Caraïbe, qui font partie de nos musiques aussi. Parce que partie de nos influences, on parlait d'un groupe qui nous a marqué tous les deux, qui est la Perfecta. Donc, une des caractéristiques était d'être fortement influencé par les musiques afro-cubaines dans les arrangements et dans la vision. Et puis, il y a le zouk, qui, à mon avis, est le troisième grand courant, qui a eu une particularité, qui est d'avoir franchi l'Atlantique en sens inverse et a été en Afrique de manière très forte, même plus forte que la musique afro-cubaine. Et aussi forte, sinon plus fortement que le reggae même. Donc, voilà pour moi les trois grandes influences de la musique antillaise. Je suis d'accord. Moi, j'avais une question. On sait que la pandémie a bien sûr impacté le secteur culturel de manière très forte. Est-ce que vous réussissez à continuer à créer en ces temps un peu difficiles? Quelle est votre actualité à tous les deux? Je te laisse répondre, Olivier, peut-être d'abord. Ben, alors, bon, ça a été catastrophique, évidemment, pour toutes les activités de concert, etc. Donc, pour l'orchestre, ça a été un désastre. Mais bon, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, c'est le cas de la planète entière. Moi, personnellement, comme je ne fais pas que de la performance, je fais aussi de la production, de la composition, etc. Donc, j'ai quand même continué à beaucoup travailler, j'ai écrit plus, donc je reste assez actif. Et puis, je prépare le retour de l'orchestre pour l'été. Je suis en train de créer une saison en plein air, un festival en plein air à Brooklyn. Et donc, c'est quelque chose que je voulais créer de toute façon, même avant le Covid. Ça a juste accéléré le processus.
Et donc voilà, on va reprendre en juin avec une série de concerts en plein air avec le Brooklyn Orchestra, où on va jouer justement des compositions d'un grand musicien brésilien qui s'appelle Ginga, que j'arrange pour orchestre symphonique. On va jouer un peu de ma musique et puis on va jouer aussi des musiques classiques, traditionnelles, parce que c'est une situation unique en ce moment. Donc, à New York, c'est une tristesse épouvantable, quoi. Comme partout dans le monde, aucun concert, aucun événement culturel, etc. C'était terrible. Donc là, nous reprenons en juin. Et puis voilà, sinon, je me suis concentré sur mes productions, ma composition, etc. Bonjour, monsieur. Merci, Olivier. Alors moi, aux Antilles, il y a une saison en 2015. En fait, tous les grands événements avec beaucoup de population, avec beaucoup de public, je veux dire, ont été annulés. Par contre, toutes les manifestations, je dirais, de moyenne jauge, c'est-à-dire jusqu'à 250 personnes, c'était possible. Donc, la musique live a continué à vivre. Alors, je crois qu'on n'est pas les seuls endroits au monde où ça existe encore comme ça de manière. Là, il se trouve que à partir de demain, on rentre dans une période de confinement de un mois sans musique, sans restaurant, sans tout ça. Mais jusqu'à maintenant, c'était ouvert encore. Et moi, comme Olivier, j'ai aussi des activités de production. Et notamment, je produis un programme pour le net, un programme qui mêle interview et musique live. Et donc, je me suis consacré à ça en parallèle. Et puis voilà, on a dû se réorganiser et penser l'activité un peu différemment. C'était aussi une opportunité de faire autre chose qu'on n'avait peut-être pas le temps de faire. Et développer des idées qu'on avait depuis un moment. Et donc, voilà, en espérant que à l'été, ce sera une donne différente. Voilà. Est-ce que tu es en train de préparer un autre album, Victor? Je suis en train de préparer le suivant. J'ai déjà 7-8 titres. Il me manque celui que je vais faire avec toi. Et donc, ouais, je suis dessus. En plus, voilà, c'est un moment où on a un peu, voilà. En plus, il y a tout un mood, un air du temps à choper. C'est aussi ça le rôle de l'artiste. Ouais, et ouais. je m'y consacre un peu. Voilà, j'ai plein d'idées en tête, en fait. Ça, voilà. Merci. J'ai vu qu'il y avait encore quelques questions, en fait. Encore quelques questions, oui. Séverine, tu veux? Et on a une question d'Alina qui demande quel festival conseilleriez-vous pour prendre connaissance de la musique antillaise en Martinique, en Guadeloupe et aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des festivals? Alors, en Martinique, il y a le Festival de Fort-de-France. Qui a une particularité, c'est qu'il est très éclectique et qui donne une vision de la vision qu'a la Martinique des musiques martiniquaises et des musiques mondiales, enfin extérieures, je veux dire. Et en Guadeloupe, je conseille un très beau festival qui est le Festival de Marie-Galante, qui est juste formidable, avec souvent de très belles affiches locales et caribéennes. Oui, le festival, c'est Creole Blues, il me semble, à Marie-Galante, au mois de juillet, généralement, si je ne me trompe pas, avec l'idée au départ de lier les musiques de Saint-Louis du Sénégal, Saint-Louis de Marie-Galante et Saint-Louis des États-Unis. Donc, justement, on parlait de la diaspora et l'idée de départ du festival était ça. Et je ne sais pas s'il y a un festival dédié aux musiques caribéennes ou francophones aux États-Unis. Je ne pense pas. On va y réfléchir. Peut-être qu'il y en a, mais je ne pense pas.
faudra créer le Moi, je ne sais pas. festival, Olivier. Comment? Il faudra créer le festival, l'organiser. Eh ben, on doit aller. On nous allait faire ça. Il y a Faire aussi, venir Victor, et puis, à Minneapolis aussi. Et Victor, il faudra venir tourner tes clips ici aussi. Ah, c'est certain. Alors là, je crois que vous avez mis un petit truc dans ma tête là. Exact. Tant mieux. Il faudra prévoir la NORAC. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, je me fais peu froid. On vous accueillera avec grand plaisir, en tout cas, pour tous ces beaux projets. Victor, Minneapolis, c'est pas 16 degrés, hein, c'est moins 16 degrés. C'est clair. Ça dépend des saisons. On a un très bel été. Il dure 2 mois et le reste, c'est l'hiver. Non, je rigole. Alors, on a une autre question. Alors, Alison, qui vous demande quel conseil donneriez-vous aux apprenants de français à la découverte de la musique guadeloupéenne et martiniquaise? Apprenons de français. Alors, une des caractéristiques, c'est qu'ici, beaucoup de choses sont chantées en créole. Et je pense que c'est une bonne approche de la culture française aussi que de s'intéresser au créole. Et moi, je conseillerais d'écouter un groupe martiniquais qui s'appelle Malavoie, qui est un grand classique de chez nous. Et puis en Guadeloupe, j'aime beaucoup le groupe Soft, qui a une approche intéressante. Il y en a plein, il y a beaucoup de musique très intéressante chez nous. Là, je fais une espèce de résumé qui est un peu voilà, j'ai pris 2 exemples, mais il y a beaucoup de choses. Et Marius Cultier aussi. Marius Cultier aussi, voilà. Il y a plein d'artistes, il y a des pianistes excellents. Mais dans le cadre de l'apprentissage du français, je pense que ces groupes-là sont intéressants parce qu'ils ont à la fois une approche créolophone et aussi des choses en français. Voilà. Il me semble qu'il y a beaucoup de chanteurs de Zouk Love qui chantent en français, non? Alors, sans vouloir faire de ce racisme, mais pour avoir une approche plus large, bien sûr, dans le zouk, il y a plein de zouk en français qui sont très, très, très bien. Mais pour à la fois avoir une approche, je dirais, même contemporaine en fait, de la musique antillaise et au niveau des textes, voilà, je pense que passer par des grands classiques, c'est pas mal. Mais il y a plein d'artistes zouk love super intéressants. Voilà, il y en a plein. Mehdi Gustos, il y a plein de personnes qui font des choses vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu chantes des fois en français, Victor? J'ai toujours un morceau en français dans mes albums. Je défends le créole beaucoup. Je défends le créole, pas comme une revendication excluante, mais comme un apport pour les autres, pour les auditeurs. Et puis, parce que c'est une langue jeune et qui a besoin d'être entendue, d'être pratiquée, d'être torturée, qu'on trouve les mots, qu'on la malaxe un peu pour en faire vraiment une langue présente et vivante. Mais j'aime beaucoup écrire en français. D'ailleurs, j'ai des morceaux très importants dans ma carrière musicale qui sont des morceaux en français. J'ai écrit un morceau sur la chronique de l'élection du premier président noir en France qui s'appelle Aboubacar, et qui est une chanson fiction en français. Et d'ailleurs, c'est le morceau qui a fait ma renommée ici. C'était il y a une dizaine d'années. Comme quoi, voilà. Nous avons 2 autres questions dans le Q&A. Pourriez-vous donner des exemples d'endroits en Martinique où on peut écouter de la musique live? Ah, il y en a plein. Pense-en quelques-uns. Alors, il y a un endroit en ce moment qui fait beaucoup de live, qui s'appelle le Sunset. C'est un club qui est en bord de mer à Texaco, à Fort-de-France.
Il y a un autre endroit en ce moment bon, où je suis un peu impliqué dedans parce que je fais la programmation musicale, mais qui est la terrasse de l'hôtel Batelière, en fait, parce que c'est un endroit en plein air et qu'on privilégie ça. Il y a la scène nationale de Martinique, qui est l'Atrium, qui est un lieu qui fait vraiment un gros boulot euh, de structuration des musiques et de la culture en général, parce qu'il y a aussi du théâtre, il y a aussi de la danse, en étant dans des normes internationales et nationales, enfin normes de scène nationale. Et en fait, en Martinique, il y a beaucoup de petits lieux de live dans beaucoup de restaurants, mais c'est parce qu'en fait, c'est une culture du live qui est plus présente en Martinique qu'en Guadeloupe. Et on joue beaucoup plus la musique live au sens aussi festif en Martinique qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, le côté tradition est beaucoup plus fort. Le gros cas, il y a beaucoup plus d'endroits où on entend du gros cas dans les roses, tout ça, qu'en Martinique, où, somme toute, le Bel-Air est quand même cantonné à une zone beaucoup. Ça commence à se démocratiser, mais ça l'est moins qu'en Guadeloupe. Donc, voilà, pour les musiques, disons, live ouvertes à tous les styles de musique antillaise, en Martinique, ça joue un peu plus. Voilà. Il y a beaucoup de petits endroits, comme tu dis, les restaurants, les choses comme ça, où il y a pas mal de. Il y a un endroit à Sainte-Anne où j'avais vu des concerts fabuleux. Il y a un petit endroit au Vauclin. Est-ce que tu connais chez Don Carlo? Oui, absolument. Au Absolument. Vauclin, c'est un petit restaurant où ils ont une cour intérieure. Il y a toujours des jam sessions de gros cas, de percussions, etc. Avec de la super nourriture locale, etc. Ça, c'est un endroit que je trouve assez intéressant, assez sympathique. Absolument. Ouais. Merci. Une dernière question peut-être. Je voudrais revenir, Oui. si vous me permettez, je voudrais revenir sur la question de la personne qui demandait quelle musique écouter pour la découverte du français, pour apprendre le français, et rebondir un peu sur ce que disait Victor sur la découverte du créole. Et c'est vrai que, comme en tant que quelqu'un qui a appris le créole sur le tard, la musique permet vraiment l'apprentissage de la langue. Il y a une certaine facilité quand on peut écouter les morceaux plusieurs fois. Et puis la poétique même des textes permet que ça reste en tête un peu plus facilement. Victor a fait mention déjà du groupe Soft, qui est vraiment, pour quelqu'un qui veut découvrir une certaine poésie du créole, c'est un groupe magnifique avec les textes de Fred Day qui sont très intelligents, très jolis. En Guadeloupe, je pense aussi à Dominique Coco, qui est un autre artiste qui fait une musique magnifique et avec des textes qui... il y a une espèce pour les gens qui ne connaissent pas le créole, peut-être d'appréhension, mais si on prend le temps d'écouter et d'apprendre quelques règles de grammaire, on peut se repérer assez vite. Le pratiquer, le parler, c'est difficile, mais le comprendre, c'est quelque chose qui est abordable pour des gens qui s'intéressent au monde de la francophonie en général. Et la musique, c'est un très bon point d'entrée dans tout ça, dans cet univers-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Une dernière question d'une étudiante de Séverine qui vous demande à vous, vous avez un petit peu parlé des musiciens qui vous ont inspiré maintenant et avant, mais est-ce que vous pourriez nous dire tous les deux quelles sont vos sources d'inspiration, quels ont été les musiciens qui ont vraiment fait partie de votre formation musicale et de vos inspirations? Moi, je suis vraiment un enfant de la perfecta en Martinique. Ensuite, Bob Marley. Bob Marley, pour moi, ça a été le choc de mon adolescence. Ensuite, il y a eu Prince, qui à défaut d'avoir été une influence, a vraiment été un artiste qui a ouvert mon spectre de la profession d'artiste, de l'imaginaire, de plein de choses. Et ensuite, beaucoup d'artistes
antillais. Bon, Kassav, forcément. Kassav, c'est une référence totale. Même quand on ne pense pas être influencé, on l'a été en fait en vérité par Kassav. Et bon, moi j'aime beaucoup la musique antillaise actuelle. J'aime beaucoup des artistes comme Éric Pédurand, qui sont vraiment les nouvelles musiques créoles. Alors, Éric Pédurand, c'est un Guadeloupéen qui vit aux États-Unis d'ailleurs. Il y a Izzy Kenenga ici en Martinique. À défaut d'être des influences, c'est vraiment des artistes que j'apprécie. J'apprécie voilà, pour leur ouverture, pour ce qu'ils amènent de nouveau et de frais dans la musique, musique antillaise. Et j'aime beaucoup les artistes dancehall guadeloupéens en particulier. Enfin, il y a quelques artistes guadeloupéens que j'aime bien. Citer Dominique Coco, qui est un ami, qui est un. Voilà. Tous ces gens-là résonnent. Jocelyne Béroir, qui a beaucoup influencé ma vision de la manière d'écrire le créole, en fait, parce qu'elle attache une importance particulière à ça. Et voilà, tous ces artistes-là, et plein d'autres. Hein. Il y a David Bowie, il y a plein de trucs que j'écoute. J'aime bien Seu George au Brésil. Il y a plein d'artistes qui me parlent et qui font mon influence globale, quoi. Ouais, pour moi, c'est. Ben oui, la première chose, c'est comme toi, Victor, je suis aussi un enfant de la Perfecta. C'est mon plus vieux souvenir de choc musical, quoi. Et bon, dans les Antilles, oui, la Perfecta, Marius Cultier, c'est aussi une grande influence pour moi comme compositeur. J'aime beaucoup Ralph Tamar comme chanteur. Pour moi, c'est un chanteur extraordinaire qui a chanté dans tous les grands groupes, en fait, qui a chanté à la fois dans le groupe de Marius Cultier, dans Falfret, qui est un autre groupe phénoménal des années 70, groupe de jazz caribéen, et qui a chanté dans Malavoie. Donc, ces trois groupes-là sont de grosses influences dans la musique antillaise, ainsi que Kassav, évidemment. Kassav, c'était aussi le choc dans les années 80. Et puis sinon, j'écoute, et puis sinon dans le jazz, alors évidemment, mon choc musical d'adolescence, c'était Thelonious Monk Oh, et Charles Mingus. Et alors Monk, évidemment, bon, best, et, hein. et puis, bon, il y en a tellement, il y a tellement de choses dans la musique. J'aime aussi beaucoup la musique classique, donc je suis aussi je suis à fond en ce moment dans Debussy, dans Bartók, toujours dans Bach, Beethoven, etc. Et puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique brésilienne. J'ai été beaucoup marqué par le tango aussi, par Astor Piazzolla. Mais j'aime beaucoup la musique brésilienne, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Toquinho, Vinicius et tous les compositeurs brésiliens du début du XXe siècle qui sont très justement Ernesto Nazaré, João Pernambuco et Pixinguinha, etc. Qui sont justement des musiques qui ressemblent énormément, qui sont très proches des musiques traditionnelles antillaises. Et puis voilà, j'ai aussi beaucoup d'influence dans le rock, les Beatles, les Rolling Stones, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, tous ces genres-là. En ce moment, dans la musique instrumentale, dans la musique classique, enfin classique, c'est un terme qui n'a pas de sens. La musique classique américaine, j'aime beaucoup Philip Glass, j'aime beaucoup un musicien qui s'appelle Arvo Pärt, un compositeur lituanien qui s'appelle Arvo Pärt. Enfin, c'est ça, je crois qu'on a des influences tellement mondiales, quoi. On pourrait continuer longtemps la liste. Tous créoles. Voilà, ouais. Et j'aime beaucoup Bowie, effectivement, aussi. Beaucoup David Bowie. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses.
Je crois qu'il commence à se faire tard. On a quelques participants qui restent. J'ai une dernière question avant de vous remercier tous infiniment d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation. Victor, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen de ressortir votre guitare pour un dernier petit morceau de fin? Ok. Un grand merci. Je vais faire une chanson qui mélange créole, français et anglais, ce qui est une de mes caractéristiques aussi d'écriture et qui illustre bien le fait qu'on a des influences qui viennent d'un peu partout. Tire tes balles pour dessouder chez moi. Ça ou trapper, c'est l'amour pour soulager ta. À la folie, nous en vertige. En juste les garder en trace de joue ça là. Qu'on y mette pour jour de peine. Pour ça qu'on roule là. J'ai en constellation. La vie se joue ici. Cachée au cœur de nos envies. Et elle se joue aussi des faux départs de nos errances. Love will find a way. Parce que nous fait tout grandir. Still under construction. J'avoue, yeah, ligne dans l'univers pour en savoir. L'amour c'est un chemin patience. J'abonde moi l'amour en toute humanité, enlevant l'œuvre toujours de qualité. Au bout du monde, pas qu'à sans. Parler, trop, c'est pas ça mentir. Ou ça moins le dire. Pas chez moi qu'à briller, chez moi j'ai qu'à briller. L'amour se joue aussi dans les motus de nos silences. Et il se joue aussi des faux départs de nos errances. Love will find a way. Parce qu'on nous fait tout grandir. Still under construction. J'avoue, yeah, ligne dans l'univers pour en savoir là. L'amour c'est un chemin d'action. Oui, ça j'en fais, je trouve l'arrêter. Mange à souffler, mais pas voir périr. Oui, l'amour nous fait belle comme ça. Tout ça dit couleur ou ça qu'on ligne si Vegas. Des pieds nous en l'eau, mais soleil qu'a éclairé chez nous. Oh, oh. Love will find a way. Parce qu'on nous fait tout grandir. Still under construction. J'avoue, yeah, ligne dans l'univers pour en savoir. L'amour c'est un chemin patience. Bravo. Voilà. Waouh! Un grand merci. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci infiniment à tous les trois. Vraiment, c'était super intéressant. On a complètement dépassé le temps prévu parce qu'on s'est régalé. On est très peu maintenant à rester encore ce soir, mais vraiment, on a beaucoup de chance pour ce moment volé au temps dans cette pandémie qui nous pèse à tous sur le système. Un énorme merci à Séverine pour ton aide précieuse sur ça. Et merci à tous. Vraiment. Un plaisir. Très grand plaisir. Merci à vous tous de nous avoir invités. C'était un plaisir de rencontrer aussi Jérôme et Victor. Vraiment un grand plaisir. Plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup. Oui, absolument. Une belle expérience. Voilà, on a donc du coup, on a un concert à faire l'année prochaine à Minneapolis. Voilà. On vous accueillera avec grand plaisir. On attend que ça.
Merci à tous d'avoir participé à notre événement et on se tient au courant pour la suite des aventures de l'Alliance française de Minneapolis-Saint-Paul. Ciao, ciao. Au revoir. Au Très revoir. bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous. Toudou.